OK. Alors, effectivement, on va faire un petit point de rappel sur les recherches qui concernent, les bières anciennes et principalement en Europe. Et puis je présenterai aussi 2 études récentes, publiées cette année ou l'an passé. Alors la recherche sur le sujet, comme vous le savez, est très dynamique depuis ces dernières années. Comme le montrent différents colloques récents et des conférences aussi internationales rassemblant les paléobotanistes, comme en 2019, et des programmes de recherche de grande envergure touchant également d'autres boissons sur les lieux et sur les sites celtiques. Par exemple, le programme BFIM dirigé par Philippe Stockhammer qui a donné lieu à une publication sur que buvaient les Celtes, enfin, les anciens Celtes, donc la période hallstattienne, ou encore des numéros spéciaux des revues consacrées à l'alcool sur différents terrains ethnographiques, comme le numéro 67 de la revue Civilisation consacré à l'alcool rituel et les ethnographes. Donc cette vitalité illustre une nécessaire collaboration entre disciplines afin d'aborder les nombreuses thématiques relatives à ces boissons alcoolisées, dont la bière, qui peut bien être abordée comme un fait social total. Donc dans sa définition maussienne, on va dire, c'est-à-dire que cette boisson révèle beaucoup de choses sur la société et les sociétés, et donc c'est un sujet d'étude important. Donc c'est à nous de saisir ce que cette boisson a à nous dire actuellement et dans le futur. Donc un exemple de découverte récente sur la diapositive en bas à gauche est celle de la brasserie égyptienne de Sohag, fouillée par Matthew Adams, qui est pas capable, en fait, par estimation, de produire en fait 5 900 gallons de bière, en sachant que ça représente environ 22 000 litres, 223 hectolitres. Donc ça, c'est une production en une fois, comparée à une microbrasserie artisanale qui ne produit que quelques centaines d'hectolitres par an. C'est assez énorme, mais si on compare à une brasserie actuelle industrielle qui produit 1 million d'hectolitres par an, c'est assez dérisoire. Donc là, cette brasserie-là, elle daterait de 3150 avant Jésus-Christ. Et dans un même édifice étaient alignés des pots en terre cuite disposés en rangées, destinés à produire de la bière, supposée alimenter des convives et les dieux lors de rites royaux. Alors, plus près de nous, parmi les projets de recherche européens consacrés entre autres aux boissons fermentées, on a le programme Plant Cult, dirigé par Sultana Maria Valamotti de l'Université de Thessalonique. Donc, elle s'attache à étudier l'alimentation et la cuisine en Europe centrale et la mer Égée, mais touche aussi des questions d'alimentation, de cuisson de mouture et forcément également d'alcool comme la bière. Et la découverte de grains maltais sur des sites comme Arcondico et Argissa ont remis en cause l'idée ancienne d'une province uniquement tournée vers le vin, alors que la consommation de bière devait avoir une importance non négligeable. En France, la revue Archéopage a consacré son numéro 47 aux différents alcools dans différents contextes archéologiques, et la bière est abordée en partie, une réflexion entamée par de grands récipients de type jarre et présentant des traces supposées de fermentation est présentée dans ce volume. Dans un projet de recherche plus approfondi est en cours, donc ça c'est un projet qui est effectivement en cours et que dirige Marion Sorel pour aller plus loin dans une définition, une compréhension de que contenaient ces grandes jarres à la protohistoire. Alors le but n'est pas ici forcément de parler de toutes les bières, mais de faire un point d'étape sur les recherches actuelles et les nouveautés. Donc un petit rappel de la chaîne opératoire sera effectué pour la bière à partir de l'orge et sera mis en avant dans les présentations suivantes. Donc, comme vous le savez, ces dernières années, cette recherche a bénéficié de grandes avancées, donc surtout dans l'exploration des traces laissées par les boissons à l'aide de moyens sophistiqués et d'observations fines en laboratoire. Donc là, on a aussi des expériences en haut à gauche par les Israéliens qui ont découvert des réceptions et ont décidé de les analyser, mais aussi des chercheurs européens s'intéressent à cette possibilité, des chimistes, des botanistes et des archéologues qui concentrent leurs efforts sur l'exploration toujours plus pointue des vestiges. Donc au cours des échanges qui suivront, on pourra aussi, essayer de définir peut-être ce que si une définition unique de la bière est possible et de souligner différentes bières rendant l'identification de cette boisson complexe. Alors on peut se demander effectivement s'il y a une définition, unique, de la bière, c'est assez, difficile à dire. Mais on sait que la forme la plus courante, en tout cas de la bière en Occident, c'est celle issue de la germination d'orge, mais celle-ci ne reflète qu'une partie des bières connues, car on peut faire de la bière à partir de divers ingrédients multiples, comme des graminées, des tubercules, des légumineuses. Donc là, je vous ai mis une petite planche avec
À gauche, les régions et les plantes employées et également les types de brassage connus. Donc effectivement, on n'a pas que le brassage, à la fois par germination, puis par, fermentation alcoolique à partir des sucres, extraits. Mais on a différentes possibilités, brassicoles dans le monde, avec l'utilisation de plein de plantes, l'utilisation de champignons, de moisissures spécifiques et également de fruits. Donc, ça, c'est Christian Birger qui nous en parlera tout à l'heure avec les différentes voies du brassage. Et d'autres chercheurs, comme Justin Jennings ou Elisa Gherarducci, nous ont montré que la fabrication d'une bière ne s'improvise pas, mais nécessite la maîtrise de différents éléments, pour commencer l'acquisition et la bonne utilisation des matières premières végétales. Alors, les brasseurs, bien sûr, bénéficient le tout souvent des sélections et des essais effectués par leurs prédécesseurs, que ce soit les recettes ou les tours de main. Alors, je ne présente ici sur cette diapositive que les ingrédients employés dans la bière moderne, afin d'introduire un peu le sujet et pour faire un petit rappel. Alors, on sait que dans la bière, donc, il y a principalement de l'eau à 90-95%, et elle rentre surtout en jeu pour le brassage, mais pas seulement, mais pour toutes les phases précédentes et également pour le lavage des récipients par la suite. Alors, en Europe de l'Ouest, l'orge est imposée comme la céréale principale, hein, l'orge à 6 rangs et l'orge à 2 rangs. Et cette prédominance dans les bières anciennes est encore à vérifier, hein. Le récent article des archéologues chinois comme Wang et ses collègues en 2017, tout comme le site de Christian Berger, illustre bien les différentes sources d'amidon possibles pour l'élaboration d'une bière et les possibilités d'observation et d'études en procédant à des cuissons expérimentales. Donc, outre la source principale d'amidon, d'autres ingrédients viennent aromatiser la bière. Donc, forcément, chez nous en Europe, on connaît beaucoup le houblon, et cette plante est aussi utilisée dès la période médiévale. Mais pas seulement, et Florian Gédrusiac avait présenté au dernier séminaire sur cette problématique toutes les possibilités de recettes qu'on appelle des gruites, qui combinent plusieurs plantes à la fois pour amener un goût et assurer aussi une meilleure conservation. Il ne faut pas oublier également la levure, qui est un élément primordial pour donner à la bière sa typicité. Donc, je vais présenter rapidement sur une diapositive là, que j'avais réalisée, les différents process de brassage. Alors là, c'est bien évidemment, surtout, la méthode par infusion de malt. Alors, au-dessus, vous avez les étapes qui sont avant le brassage, donc pré-brassage, qui consiste à la fois à la récolte des céréales, le battage, le nettoyage des grains, et cetera, pour arriver à un grain qu'on peut malter. Donc, à la fois commencer à faire germer et stopper cette germination pour lancer ce processus d'extraction des sucres. Hem Après, la cuisson après broyage, plus ou moins poussé, permet la saccharification et la conversion en amidon, de l'amidon en sucre. Alors, il y a à peu près une quinzaine d'étapes là sur ce schéma de la récolte à la production d'alcool, et certaines nécessitent de la surveillance accrue et ne peuvent pas être interrompues ou reportées, ce qui implique une implantation fixe des structures de production, des besoins d'eau importants. Ces contraintes ont pu influencer des zones d'implantation préférentielles pour limiter et rentabiliser les déplacements. Pour les matières premières, certaines peuvent être conservées un certain temps, une année pour l'orge par exemple, mais une fois le processus lancé, il doit être mené à son terme, ce qui implique une prise de risque et parfois devoir jeter un mauvais brassin. Alors, il y a aussi également tous les biais qu'on connaît comme archéologues. Les vestiges sont des témoins partiels, hein, sur lesquels on se pose beaucoup de questions. Et au vu des travaux récents, des protocoles d'analyse de plus en plus poussés sont soutenus par également l'expérimentation pour mobiliser, la recherche et pour, arriver à des conclusions. Alors là, j'ai fait une petite planche récapitulative des différentes informations qu'on peut trouver sur les sites, comme par exemple des grains d'orge, maltais retrouvés par exemple sur le site du Roc Pertuse, en haut à gauche. Donc on peut trouver des traces de graines, des restes de phytolite sur les sites, mais aussi à une échelle plus fine ou même moléculaire, des dégradations d'amidon qui sont visibles sur la figure au centre et qu'on voit essentiellement grâce au microscope à balayage. Il y a également l'imagerie tomographique récemment qui permet de visualiser en 3 dimensions des restes organiques comme les résidus de pain. Mais pour la bière, là, cette utilisation est également possible pour voir la dégradation de l'amidon.
Donc le but commun, c'est d'identifier des biomarqueurs propres à certaines boissons. Alors, on voit donc cette attaque enzymatique sur des granules d'amidon, mais aussi on a des analyses ou d'autres indicateurs comme la paléoécologie, les pollens, et également des frustules diatomées qui nous permettent d'en savoir plus sur l'eau ou les matières premières employées, comme le miel aussi, qui peut être présent dans la bière. Il y a aussi la présence d'oxalate de calcium qui peut provenir du processus de maltage et de brassage, mais aussi de l'environnement du site, ce qui suscite parfois des débats pointus sur la pertinence de ce marqueur. Alors des outils comme le chromatographe et le spectromètre, en bas à droite, vous avez un graphique qui représente le résultat d'une analyse sur un base protohistorique juste au-dessus. Donc là, en France, certains laboratoires, comme celui de Nicolas Garnier, utilisent un protocole d'extraction et d'analyse, ici par chromatographie gazeuse, et également couplé à la spectrométrie de masse. Donc une autre possibilité de comprendre les moyens de production de la bière, c'est les outils et les contenants, mais aussi l'ethnoarchéologie. Alors, lors du dernier séminaire, Anne Mayer, ethnologue, et Julien Vieguier nous avaient montré qu'en Afrique de l'Ouest, les fonctions de céramique, entre autres, pour la production d'alcool, étaient nombreuses, mais qu'on pouvait aussi avoir des vases qui étaient utilisés pour plusieurs emplois. Donc on y produit de la bière de sorgho, de maïs, de teff, etc. Mais ce sont également à la fois les conditions d'élaboration d'objets et leur rôle dans la vie sociale, tout comme leur contenu liquide, qui sont appréhendés dans ce projet, avec la mise en place d'analyses chimiques en aveugle sur des échantillons sélectionnés. Alors, donc, quelques exemples d'identification de la bière en Europe à la protohistoire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, la vision purement évolutionniste de type de boisson produite et consommée qui évolue comme ça dans le temps, elle peut être un peu dépassée. Il n'y a pas forcément un ordre entre l'hydromel qui apparaîtrait au départ, puis de la bière, puis du vin. C'est la maîtrise technique des populations, même si elle s'est transmise depuis le temps long, qui peut être employée par ces populations, mais également à différents moments. Donc on le sait bien qu'en Gaule, bon, le vin est consommé au nord des Alpes dans le dernier tiers du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et pour les études de cas et pour la Gaule, Fanette Laubenheimer indique bien que même si la bière, sous diverses formes, reste l'une des boissons les plus consommées, l'hydromel et le vin ne sont pas mis de côté. En Grèce, on l'a vu, les sites de production de bière maintenant apparaissent tout doucement et renversent donc cette image d'un monde méditerranéen consacré qu'au vin, et ce, dès l'âge du bronze. Donc, en reprenant la partie de la documentation sur les boissons alcoolisées à partir de quelques publications récentes, donc il y a eu les grands travaux d'Elisa Geradoce, également un article de collègues allemands, Eva Rosenstock et Alisa Schneider, qui ont réuni sur une carte donc les découvertes, en tout cas ici pour la bière, ici pour le pain. Donc on voit que les premières traces remontent quand même à 10 000 avant Jésus-Christ, et qu'on a parfois une prédominance, en tout cas de visibilité dans l'Est de la Gaule et en Europe ici moyenne, de découverte plutôt de consommation et de production de pain, même si la bière est envisagée, avec différents autres schémas, c'est-à-dire dans le nord de la Grande-Bretagne, voilà, on a des traces de bière, une recherche importante, très importante en Espagne, où on s'est concentré sur ces problématiques très tôt, ce qui peut expliquer une prédominance de ces types de vestiges. Et puis bien sûr, le croissant fertile, ou des périodes très anciennes, on a même des textes qui nous parlent de bière. Donc les contextes de production domestique ou plus ou moins organisés, ou de consommation, sont divers, tout comme les indices permettant de supposer la présence d'alcool associé, parfois avec d'autres substances psychoactives. Donc, par exemple, dans le Massif central, ça c'était en bas à droite, donc là c'est dans l'ancien territoire des Rutènes, de grandes jarres pourvues d'un dispositif de soutirage à leur base ont été découvertes, certaines associées à des meules, mettant les archéologues sur la piste de production de bière. Donc là, on a testé pour savoir si dans des vases expérimentaux et si dans des vases anciens on trouvait les mêmes résidus. Effectivement, apparemment, dans les vases anciens, on n'a pas trouvé pour l'instant de vraies traces de bière. Alors,
Je vous passe les diapos assez rapidement pour terminer sur ce sujet de l'actualité, mais je vais surtout me concentrer sur 2 derniers articles. Donc là, vous avez, bon, le site très connu de Göbekli Tepe, qui en fait date, encore de l'époque pré-céramique et donc on a des découvertes de bassins qui supposeraient des fêtes, des grandes fêtes, peut-être saisonnières avec production de bière. Donc, comme je vous le disais, dès le Campaniforme en Espagne, des découvertes importantes, et en contexte et avec des traces de bière également dans le sud de la France et même en Italie. Alors, concernant les niveaux de nouveautés, alors ça, c'est là pour terminer sur le sujet dont je parlais, c'était donc on retrouve les grains d'orge cirant de Roquepertuse et un possible petit foyer utilisé pour arrêter la germination du malt. Donc des petits fours portatifs qui permettaient de réguler une température de manière un peu plus facile pour faire stopper la germination. Alors récemment, l'équipe autrichienne dirigée par Doc Archéologie et d'études un peu plus poussées sur les graines dirigé par Andreas Heiss, a développé un protocole propre aux observations faites sur le malt ancien et récent, à l'échelle microscopique. Donc il s'agit, grâce au microscope à balayage, d'observer plus précisément l'altération de la structure des grains de céréales brassés. L'expérimentation permet de comparer ces altérations entre plusieurs échantillons provenant de plusieurs sites archéologiques du 4e millénaire avant Jésus-Christ, que ce soit en Égypte ou même en Europe centrale. Donc des récipients contenaient à chaque fois des restes de grains carbonisés, certains amalgamés formant une véritable bouillie. Il s'avère que le processus de maltage a tendance à amincir les parois cellulaires sur les grains d'orge récents et anciens. Ce malt pourrait à la fois être consommé de manière solide, mais aussi liquide sous forme de bière. Ce travail, comme le rappellent les auteurs, propose une nouvelle alternative, car il est vrai qu'il n'existe pour le moment pas de réel consensus sur les critères nécessaires à l'identification de la bière en contexte archéologique. Ici, c'est l'observation spécifique des résidus sous forme de croûte carbonisée qui est envisagée. Ainsi, certaines opérations sont nécessaires pour commencer la saccharification de l'amidon, comme le simple trempage ou en plus du trempage, un séchage ultérieur, mais le grillage n'est pas forcément nécessaire. Parmi les difficultés d'identification du brassage ancien, les conditions de conservation ont déjà été mentionnées. Parfois, une grande quantité de grains germés découverts au même endroit est une indication, mais cela se complique lorsque ces grains sont déjà à l'état broyé. Idem pour les traces d'éthanol très difficiles à identifier, tout comme le gaz carbonique dans les liquides. Nous parlerons tout à l'heure d'une exploration sur les levures, qui est une approche novatrice dans ce domaine. Alors pour Andreas Heiss et son équipe, la dégradation de la paroi cellulaire de l'aileron, donc là c'est cette paroi voilà, que vous voyez ici en coupe, constitue un nouveau marqueur pour le maltage. Dans l'orge domestiquée, l'aileron est multicouche et la dégradation se produit pendant la germination. C'est la synthèse de l'amylase et des enzymes dans le scutellum spécifique aux graminées qui permet la libération des enzymes. Donc cet indicateur est donc utile pour identifier des types de bières et des produits maltais en archéologie. L'étude de ce tissu permet d'identifier l'orge d'autres céréales. Donc les objectifs de la recherche étaient de détecter des traces de germination par ce procédé et par conséquent d'identifier du maltage dans les archives archéologiques. L'expérience montre que cette dégradation de la paroi cellulaire est clairement observable non seulement dans le matériel frais, mais également dans du matériel carbonisé après 5 jours de germination précédente. Les auteurs soulignent que le besoin de multiplier des expériences et surtout l'expérimentation est nécessaire pour affiner les choses. Alors pour les cas européens, la phase spécifique de brassage n'a pas été forcément mise en évidence comparée aux données égyptiennes, mais les étapes identifiées sont. Donc ça, c'était l'image que vous avez présentée tout à l'heure, juste avant, donc je vais vous la remettre. Donc à gauche, un trempage, une germination, indiquée par la présence de parois cellulaires dégradées. Les grains germés ont probablement après subi un séchage, une torréfaction possible, puis sont concassés et moulus pour donner de la farine de malt ou de la farine de malt résultant d'un trempage à nouveau en un point et mélangé en une masse plus ou moins homogène. Donc pour certains sites comme Zipplingen und Zurich, on ne sait pas trop dire de quel produit il s'agissait réellement. Alors, la frontière pour le moment entre restes de supposés de pain
et des résidus de brassage en Égypte est encore très fine. Et à ce propos, vous avez ici l'exemple de Randstad Erne, qui est intéressant, car un objet carbonisé a été retrouvé dans une jarre et pouvait avoir été de forme liquide au préalable, puisqu'on la matière a pu en fait s'évaporer et puis on n'aurait finalement qu'un négatif de cette masse carbonisée. Donc là, on aurait l'idée d'un résidu formé suite à une chauffe accidentelle dans un récipient de stockage. Le tout reste de savoir si la germination du malt ici était volontaire ou si il s'est fait suite justement à l'abandon. Donc vous voyez un peu les difficultés auxquelles on est confronté pour identifier la bière ou en tout cas des produits maltais. Alors je terminerai sur une étude récente de nos collègues Israël et de l'université de Tel Aviv et de Jérusalem. Donc ça c'est monsieur Aouzi Zerat et son équipe qui ont travaillé à partir du matériel archéologique. Ils sont attachés à tester leur protocole grâce à de l'expérimentation sur du mobilier actuel, ce qui se fait beaucoup maintenant. Et leur démarche vise à prélever, identifier et remettre en culture des souches de levure. Donc là, on est plutôt sur des levures que plutôt des amidons ou des graines. Et on a essayé d'identifier des souches de levure principalement en lien avec la production de bière et aussi l'hydromel, par exemple. Donc le travail s'est concentré sur la caractérisation phénotopique et génomique de ces souches. Donc là, on est à l'échelle moléculaire et on est à l'échelle du séquençage de l'ADN. Donc l'utilisation du microscope à balayage est aussi employée. Donc les essais ont porté sur plusieurs vases provenant d'Israël, de l'âge du bronze oriental, donc 3100 avant Jésus-Christ, et de la sphère égyptienne et philistine. Donc certains de ces vases sont similaires à ceux présents sur les représentations anciennes et correspondent à des vases de service ou de stockage. Des comparaisons témoins ont été faites avec des échantillons de sédiments provenant des mêmes sites. Il a également été possible de proposer une nuance entre des levures utilisées pour des bières buvables et d'autres avec un arôme un peu détérioré. Donc le séquençage du génome de ces levures a été effectué et a permis d'identifier des levures plus spécifiquement employées clairement pour la production de bière. Donc le développement de ces levures dans le mou de la bière est proche de celui observé pour les levures de bière modernes. Il s'agit, bon, alors là, je ne vais pas vous détailler le nom de la levure parce qu'il est assez imprononçable. Il y en a une qui s'appelle Iphopichia burtonii. Voilà, et celle-ci, par exemple, elle est connue également dans du vin mielé éthiopien ou de l'hydromel africain. Donc la batterie de test a été assez poussée à l'échelle du génome et donc on ne rentrera pas dans le détail de ce processus, mais en tout cas, ça a permis d'enregistrer une identité taxonomique des souches et donc une caractérisation phénotypique. Donc des comparaisons entre l'action de la levure actuelle qui est conservée en laboratoire aujourd'hui, donc celle-là c'est un nom de marque, c'est la Safe Ale S4, donc là c'est un nom récent, mais en gros c'est la Cerevisiae, donc la plus connue, la levure de bière, a été faite, donc des comparaisons ont été faites dans du mou et pour fournir des résultats intéressants parce que justement, on s'est rendu compte que toutes les souches de levure isolées des récipients censés contenir à l'origine des boissons fermentées se sont développées d'une même manière, ou d'une manière très proche en tout cas, à la levure de bière actuelle, à l'exception de certaines qui se trouvaient dans d'autres récipients qui n'étaient pas forcément destinés à produire de l'alcool, comme des lampes ou des sédiments et également des souches retrouvées sur des pierres. Alors, par la suite, ils ont tenté de réaliser des brassins expérimentaux à partir de recettes actuelles. Et une bonne partie des souches issues de ces récipients ont produit une bière aromatique et savoureuse, et d'autres ont été prélevées pour des analyses supplémentaires de composition et de saveur. Donc, on a aussi fait goûter à des testeurs de bière, des buveurs de bière, et d'avoir leur avis sur cette bière reconstituée, entre guillemets. Donc, certaines souches donnaient des levures acceptables et même bonnes, et d'autres donnaient une bière qui était buvable, mais qui avait un léger mauvais goût. Donc, les taux d'alcool ici atteignaient à peu près les 6 degrés, ce qui est assez proche des bières actuelles, bon, pas les bières de fermentation haute, plutôt les bières de fermentation basse. Mais on suggère qu'ici, les essais avec d'autres recettes dites traditionnelles pourraient également être mis en œuvre pour comparer les différents résultats. Donc, les auteurs n'excluent pas la possibilité de réaliser des bières à partir de levures sauvages, ce qui serait aussi faisable, peut-être avec des résultats gustatifs un peu moins probants. En définitive, donc une corrélation entre le contenant de la boisson, la croissance similaire du goût
par rapport aux souches de levure de bière modernes, et la capacité de produire de la bière buvable a été mise en évidence. Donc un lien de descendance également a pu être établi entre certaines souches de levure qui ont été sélectionnées pour la fabrication de la bière, comme l'indiquent leur croissance et leurs propriétés comparées à des levures modernes. Donc pour les auteurs, le fait de retrouver dans les pores des céramiques ces levures n'est pas anodin, car de nombreuses méthodes de production de bière traditionnelles utilisent ces résidus comme starter. Donc en fait, là, c'est des résidus qui sont mis pour lancer et activer la fermentation. Et donc là, c'est pas ces cellules-là ne sont pas essentielles, ne sont pas les seules qui sont utilisées pour faire de la bière, mais il y en aurait d'autres qui ne sont pas encore identifiées. Donc il y a aussi l'action des micro-organismes et des bactéries qui rentrent en jeu. Alors pour conclure, les différentes recherches présentées et les plus anciennes illustrent donc la multiplicité des boissons fermentées, hydromel, bière, vin de fruits, etc., connues en Europe, des îles britanniques à l'Espagne, que ce soit en contexte funéraire, d'habitat et plus rarement en contexte rituel ou cérémoniel. Lors des banquets et des pratiques de commensalité, la bière tient une place de choix, bien sûr, et peut être synonyme de partage, tout comme de concentration du pouvoir. L'accroissement exponentiel des possibilités d'analyse chimique permet d'ores et déjà d'en savoir plus sur les différents types de bières et des boissons fermentées. Donc c'est ici qu'une conclusion partielle qui devra s'intégrer dans des réflexions de ce séminaire. Et donc il est bien nécessaire de continuer de collaborer entre disciplines et de continuer les recherches sur ce sujet qui nous concerne. Donc moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Et puis, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Moi, j'éteins mon micro et ma caméra, et puis je réponds bien volontiers à vos questions. Eh bien, merci pour cette présentation riche et variée. Ben, si je veux bien éventuellement parler un petit peu, pas forcément pour des questions, mais juste peut-être apporter une touche supplémentaire. Un aspect aussi qui s'est développé ces derniers temps, que ce soit notamment en France ou dans différents pays, c'est l'expérimentation. Et ça, c'est un domaine riche, et notamment les travaux de Noémie Ledouble en France qui apportent des éléments complémentaires. Et donc, c'est aussi un élément qui fait au développement. Et je pense que tu as parlé surtout des céréales pour la bière. Il ne faut pas oublier d'autres plantes comme les glands et autres. Et notamment, il faudrait travailler, enfin, non, travailler. C'est pas évident de mettre en évidence la préparation de bière de gland, mais c'est quelque chose qui devait exister, notamment quand on voit les quantités énormes de glands qu'on peut retrouver dans les sites archéologiques, et pas simplement pour se nourrir, mais aussi pour boire. Enfin, on peut se nourrir en buvant, mais donc ces aspects-là. Voilà. Puis, donc, si éventuellement il y a d'autres questions, je te laisse animer les présentations. Oui, merci pour tes remarques. Effectivement, l'utilisation est très possible et très certainement a été envisagée aussi en Corse, par exemple. J'ai souvenir d'une présentation d'un collègue de l'INRAP, Kevin, qui a travaillé sur ces sujets-là, avec des sites à forte concentration en tout cas de conservation de glands dans des sites, et où la farine a pu être utilisée effectivement pour produire de la bière. Est-ce que justement, il y avait une question en ligne, j'ai une question. Donc, la photographie du silo de Pontos, vous montrez des amphores gréco-italiques ou italiques. Pouvez-vous préciser de quel conteneur proviennent les marqueurs de la présence de bière? Bah là, effectivement, moi, c'est une publication que j'avais. Alors, je vais reprendre la main sur le PowerPoint. Donc, moi, j'avais repris la publication. Alors là, c'était peut-être pas ce silo-là que je voulais effectivement illustrer, mais c'était plutôt un contexte, en fait. Là, il n'y avait peut-être pas forcément de bière, mais on connaît d'autres silos de ce type où il y a eu effectivement des amphores qui ont pu contenir la bière, effectivement en Espagne. Donc là, c'était plutôt illustratif voilà, il n'y avait pas forcément de la bière dans ces amphores. Une autre question de Monsieur Carmot. Les levures de bière et de pain
ont-elles la même origine et si oui, quand se séparent-elles? Bah, justement, là, c'est une question très actuelle et qui concerne effectivement les recherches au niveau de la levure de bière et de pain. Bah, oui, effectivement, c'est la même, parce que c'est Cerevisiae, donc à l'origine, la fermentation, même chez les Gaulois déjà, bah, le starter, comme on dit, ou le levain, permettait de faire de la bière. Donc, généralement, en Égypte, on sait que les brasseries se trouvaient directement à côté des boulangeries et que, voilà, à l'origine, en tout cas, une levure de bière, parce que vous mettez les levures de bière. Effectivement, il y a pu en avoir plusieurs, mais la principale, effectivement, a dû être utilisée pour de la bière et du pain. Alors, Stéphane Monet, donc, pour en revenir au contexte espagnol dans les amphores ibériques, alors là, moi, je vais peut-être demander à Fanette Laubenheimer qui saurait mieux vous répondre. Bien volontiers. Ce sont des analyses de contenu qui ont été faites en Espagne par une équipe de Barcelone et qui montrent très clairement qu'il y a eu des amphores à bière, ces fameuses amphores qu'on dit catalanes, à boca plana, dont je vous montrerai une image tout à l'heure. Mais ce ne D'accord, sont pas du très tout bien. les amphores italiques que vous montrez, qui sont des amphores vinaires, hein. D'accord, ok. Absolument, ça n'a rien à voir.